Bonjour et bienvenue dans Atout Santé, l'émission qui vous rend acteur de votre santé. Aujourd'hui, nous allons parler de mieux vivre la réanimation. Alors, la réanimation est un lieu de vie, mais représente aussi des moments difficiles pour les patients, la famille et les proches. Noyé dans un décor artificiel entre alarmes, respirateurs, tuyaux, le patient est facilement comparable à une machine, à un corps-machine. Les services de réanimation sont souvent pensés par le grand public comme des espaces clos, voire inhumains. Eh bien, c'est totalement faux. C'est ce que nous allons voir dans notre émission d'Atout Santé. Pour parler de ce sujet, nous avons avec nous le professeur Jean-Paul Mirat. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes chef de service de médecine intensive réanimation. Vous êtes accompagné de Madame Pascale Courbon. Vous êtes cadre de santé. Bonjour. Bonsoir. Et à mes côtés, Alexandre. Bonjour Alexandre, Bonjour. Vous êtes un patient, merci de venir témoigner. Et vous êtes accompagné d'un proche, Simon. Bonjour Simon. Alors, sans plus attendre, vous qui êtes un grand spécialiste de la réanimation, peut-être nous définir ce qu'est la réanimation. La réanimation, c'est un service où on prend en charge des patients qui ont une ou plusieurs défaillances d'organes. Tous les organes peuvent être atteints, le cerveau, le coma, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance respiratoire, l'insuffisance rénale. Donc ils ont soit une ou plusieurs défaillances et c'est un service où on va suppléer ces défaillances et traiter bien sûr leur cause. Alors pour qui? C'est n'importe qui. N'importe qui. C'est après une opération? C'est à quel moment? Les gens pensent que c'est uniquement après une opération, mais ça c'est la réanimation chirurgicale, ou après un accident, mais n'importe qui. Là, par exemple, avec une grippe grave, dans 3 jours, vous pouvez être en réanimation. On peut venir vous voir, d'accord. Voilà. Dans le reportage qui suit, nous sommes allés à la rencontre d'Alexandre et Simon qui ont vécu le service de réanimation. Reportage présenté par Marjorie Nadal. Je suis donc arrivé il y a maintenant un an, le 13 novembre 2017, à Cochin, tout d'abord aux urgences. Le lendemain, j'ai été transféré en réanimation, donc j'avais une infection grave. Le surlendemain, on m'a plongé dans un coma artificiel pendant 15 jours. Moi, je suis arrivé en fait dans cet univers-là que je connaissais pas du tout. Je savais même pas ce que c'était la réanimation. Et en fait, 2 jours après qu'il soit entré en réanimation, on m'a téléphoné à mon travail pour me demander de venir parce que son état était très grave. On m'a demandé d'être le référent parce que j'étais son conjoint et que la famille n'était pas sur place. À partir de là, on a organisé tout un relais autour d'Alexandre pour qu'il soit le plus entouré possible et ce qui nous a énormément facilité la vie et permis de tenir le coup dans cette épreuve qui s'est inscrite dans la durée parce qu'il a été dans le coma pendant 15 jours puis ensuite il est resté presque 2 mois en réanimation, c'est d'avoir un service de réanimation qui était ouvert en fait 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 aux proches et à la famille. Dès mon réveil, j'ai eu la chance d'avoir senti la présence du personnel hospitalier, et surtout, j'ai envie de dire, de ma famille et quelques amis, effectivement, qui étaient autour de moi et qui m'ont entouré pendant toute cette période qui était très difficile. Moi, je travaillais pas très loin et dès que je pouvais, je venais. Dès qu'on m'appelait, dès qu'ils m'appelaient ou les infirmières, les médecins pour avoir un renseignement, je pouvais être sur place tout de suite, sans jamais avoir à me poser la question est-ce que il y a des horaires de visite, est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est pas le moment, est-ce qu'il a des soins. C'était pour nous, enfin je parle en mon nom, mais je pense pour toute la famille qui était là autour de lui, quelque chose de déterminant en fait. Avec mes mots, je disais ce que je comprenais de sa situation, je lui disais pas non plus, j'essayais pas du tout d'enjoliver, mais j'essayais toujours de retranscrire les choses de façon positive et de le rassurer en fait. C'est bizarre, mais je pense que le point de vue de la personne qui est la plus proche est parfois plus important que le point de vue du médecin qui vous a dit voilà quel est votre état. Le fait que votre conjoint qui vous dise j'ai parlé avec le médecin, voilà ce qu'il me dit, et de le retranscrire de façon positive, je pense que ça apporte un réconfort qui est beaucoup plus important que ce que le médecin a pu vous dire avant, ce qui peut paraître un peu injuste parce que le médecin c'est celui qui sait au fond, mais je pense que les mots du proche pour la personne qui est hospitalisée, c'est peut-être les mots les plus importants en réalité. Alors Pascale Courbon, est-ce que vous pourriez nous parler d'avant, qu'est-ce qui se passait en réanimation? Jusqu'aux années 2000, en réanimation, les visites aux patients étaient restreintes du fait de la technicité des soins.
Donc les visites étaient restreintes, donc pour notre service, c'était de 13h30 à 14h30 et de 19h à 20h pour que les familles puissent venir voir leurs proches. C'était vraiment des moments très courts dans la journée. Très courts, et des fois, parfois, on était obligé de raccourcir ces horaires-là si la gravité du patient, le patient était en danger. Un peu de mal, d'accord. Voilà. Alors Alexandre, vous avez fait donc un séjour en réanimation. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment c'est arrivé, pourquoi ? Eh bien, suite à une infection grave, voire très grave, parce que je suis resté quand même deux mois en réanimation. 2 mois, ah oui. Ouais. Et alors on est content que vous soyez avec nous là, hein, vous rayonnez. Oui, c'était pas gagné, mais voilà, finalement il y a eu un bon dénouement. Ouais. Et voilà. Qu'est-ce qui est le plus dur dans ces périodes-là? Qu'est-ce qu'on ressent? Ce qui est plus dur, c'est de se rendre compte de la gravité de ce qui nous arrive, et puis la peur de ne pas savoir si on va vivre ou mourir. De cet instant. Oui, c'est que personne n'est capable de répondre à cette question pendant très longtemps, en fait. Comment vous avez vécu cette période de doute? C'était compliqué? J'ai eu la chance d'avoir été accompagné déjà par une équipe de... Je ne me suis jamais senti seul et abandonné dans mon désarroi. C'est-à-dire que j'étais très entouré. Vous étiez conscient, hein? Vous étiez conscient. Alors, les 3 premières semaines, j'ai quasiment aucun souvenir. D'accord. Jusqu'à une opération qui s'est faite un peu plus tard. Et à mon réveil, en fait, je me souviens, à mon réveil, je me suis réveillé le jour où Johnny Hallyday est mort. Parce que quand j'ai ouvert les yeux la première fois, j'ai vu sur l'écran Johnny Hallyday est mort. Donc c'est la date qui fait... C'est la date qui a fait flash dans votre esprit. Et à partir de là, oui, j'étais conscient de ce qui s'est passé. Arrivé pendant un peu plus d'1 mois. Là, j'étais conscient. Et donc, oui, c'était compliqué. Moi, j'étais un patient, je pense, assez angoissé aussi. J'ai très peu dormi pendant ces 2 mois. Et puis, il a fallu reprendre tout à zéro. Ouais. En tout cas, ça a bien marché. Professeur Mira, quel est l'impact de la réanimation sur les patients? Ça a un impact majeur sur un plan physique, puisque si on ne les réhabilite pas, et on verra ça après, c'est comme s'ils étaient endormis dans un plâtre pendant des semaines, donc ils perdent tous leurs muscles. Et sur un plan psychique, ils ont un trou dans leur vie, puisque si on les endort pendant 3 semaines, comme Alexandre, complètement ça passe ce qui se passe. Voilà. Il y a le moment où il est rentré, et puis la mort de Johnny, entre-temps, il ne sait pas ce qui s'est passé. Et puis, il y a des conséquences à moyen et long terme, avec des stress post-traumatiques, des délires, c'est quand même tout ça. Ouais, on peut faire mieux que ce qu'on faisait, on essaye, mais on peut faire mieux encore. Alors, quelles sont les barrières au mieux vivre? Il n'y en a pas. Il y a le problème médical et la crainte des paramédicaux. C'est tout, c'est un problème de pouvoir médical et paramédical. Il faut redonner l'hôpital aux patients, il faut redonner la réanimation aux patients, et nous, il faut qu'on soit là pour les servir. Et les barrières au mieux vivre, bien sûr, c'est difficile parce qu'il y a toujours l'angoisse de mort, mais on peut mieux vivre la réanimation de plein de façons. Alors, quelle a été la place, Alexandre, de votre entourage pour cette période-là? Je dirais qu'elle a été primordiale parce que je pense qu'on arrive à un stade, quand en tout cas je parle pour mon cas, d'être tellement amoindri et puis tellement menacé par la mort que finalement on a plein de moments où on a envie d'abandonner. Et que moi, le fait d'avoir eu mon entourage autour de moi, que ce soit Simon, mes parents, mon frère et quelques amis, j'avais envie de continuer à me battre pour eux aussi. Et ça a été fondamental. Ça a été un moteur, l'entourage a été un moteur. Simon, donc vous avez accompagné cette période-là. Quel est votre point de vue déjà sur l'accueil de la réanimation? Puisqu'on parlait avant, il n'y avait que 2 heures en réanimation. Donc vous l'avez vécu comment? Justement, quand j'entendais Pascal dire qu'avant c'était que 2 heures, j'étais assez effaré de ça, parce que nous, on a eu un accueil qui était 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouviez y aller n'importe quand? N'importe quand, on ne s'est jamais posé la question, on n'a jamais eu aucune contrainte par rapport à ça. Et je pense que pour nous, l'entourage, comme pour Alexandre, qui était donc la personne en réanimation, c'était un soulagement total de ne pas avoir cette contrainte-là, de pouvoir y aller dès qu'il avait besoin, dès que nous, on avait besoin aussi, parce que c'est important aussi pour l'entourage de pouvoir voir la personne. Et j'ose pas imaginer ce que peuvent vivre les gens qui ne peuvent avoir accès à leur famille ou leurs proches que 2 heures par jour. Ça doit être très dur et par répercussion très dur pour le malade également.
Professeur Mirac, comment vous avez pensé à améliorer ce dispositif pour à la fois les patients mais aussi l'entourage, cette ouverture 24 heures sur 24, cet accueil C'est un projet d'équipe, hein, c'est un projet avec les infirmières, avec les cadres, les autres médecins du service. On avait commencé déjà à ouvrir le service pour... Le projet s'appelle Ouvrir. Hein. Alors le projet Ouvrir, c'est un projet que la Société de réanimation de langue française, la Société d'anesthésie réanimation et la Société de réanimation pédiatrique ont eu il y a maintenant 2 ans, à mon initiative, qui est de pousser tous les services de réanimation à ouvrir 24/24 leurs portes aux familles. Et aujourd'hui, combien de services en France sont ouverts? Pas assez, mais il doit y avoir 60% des services en France quand même qui sont ouverts 24/24, ce qui est quand même pas mal. Ce qui est pas mal. Pascal, comment vous ressentez ça, vous, qui le vivez de l'intérieur? Est-ce que vous sentez vraiment un enthousiasme des familles, une amélioration dans les soins? Alors, nous, au niveau des équipes, quand le professeur Mira nous a proposé le projet, nous étions très réticents parce qu'on s'est dit, oulala, les familles vont être là 24 heures sur 24, on ne va pas pouvoir faire nos soins, on va être gênés dans les soins. Donc, au départ, on était très réticents. Et puis, l'ouverture s'est faite, les familles ont pris leur place. Ce qui était très bien aussi, c'est que par rapport aux années 90, début 2000, quand il n'y avait que 2 heures de visite, c'était finalement fait que pour les proches, très proches. Et là, avec l'extension des visites 24 heures sur 24, finalement, il y a les très proches qui viennent, il y a les proches, il y a les amis, il y a les collègues de travail. Et en fait, les très proches peuvent souffler parce qu'il y a du relais. Ça, c'est déjà la première partie où nous, on s'est aperçu, bah, tiens, finalement, c'est très bien pour le patient. C'est vraiment... Et puis, ça lui donne le moral. Parce que le moral, en réanimation, il faut l'avoir parce que c'est 50% du traitement. Ça. Et puis, ce qui nous a aussi aidés, c'est que les familles nous ont aidés. Elles participent aux soins. Alors, elles participent aux soins de confort, c'est-à-dire aider les patients à s'alimenter, les encourager. Et puis, sur l'initiative du professeur Mira aussi, lors des soins un peu plus techniques, on propose aux familles qui sont angoissées à l'idée que leur proche ait un soin technique de participer aux soins techniques. Merci Pascal, on sent la passion dans vos propos. Alors on va enchaîner l'émission, donc on va vous laisser quitter ce plateau. Merci pour cet enthousiasme. Avec plaisir. Et nous allons passer à la chronique pédagogique dans laquelle nous allons aborder la question de l'importance psychologique dans les services de réanimation avec Lisa Martens. Bienvenue Lisa, c'est à vous. Merci. Donc l'importance du psychologue dans le service de réanimation vient surtout dans la distinction entre prendre soin et effectuer un acte de soin. Parce qu'on a vu surtout que cette distinction passait par la dimension du lien à l'autre, la nécessité de rendre le service beaucoup plus humain. Parce que grâce à l'avancée médicale et les avancées technologiques, le patient est de plus en plus éveillé et de plus en plus réceptif. Et du coup, le personnel soignant font face à des patients qui posent beaucoup plus de questions, qui sont beaucoup plus éveillés. La cellule familiale qui est aussi en quête de beaucoup plus de réponses. Et donc, du coup, les services de réanimation sont amenés à se restructurer, à être repensés, afin vraiment de remettre le patient, l'humain, au cœur de leur service. Réanimer aujourd'hui passe donc par un processus à la fois réflexif et progressiste, cherchant à allier prendre soin et effectuer un acte de soin. Merci Lisa. Alors je vous propose sans plus attendre d'aller à la rencontre d'un kinésithérapeute en réanimation, un reportage de Marjorie Nadal. Nous avons mis en place un cellulaire-ergomètre qui permet de mobiliser passivement le patient intubé et sédaté, entre autres. Et quand le patient commence à pouvoir se réveiller, à pouvoir participer, le cyclo-ergomètre a la capacité de pouvoir s'arrêter et en fait permettre au patient de travailler contre-résistance tout en pédalant. Si à l'inverse le patient est fatigué ou ne peut plus pédaler, le moteur reprend le relais et là, de nouveau, le patient se fait mobiliser en mode passif. À la fin de la séance, qui dure généralement une vingtaine de minutes, on arrive à savoir le temps sur lequel le patient a participé, donc c'est le temps actif, et le temps où le patient n'a pas participé, où il s'est laissé guider par le mouvement de rotation du pédalier.
et c'est le mouvement passif. Le patient est comateux. Cependant, il y a plusieurs études qui ont montré que le fait de mettre très précocement le patient en mouvement permet de diminuer la durée de séjour en réanimation et à l'hôpital. Ça permet de diminuer les raideurs articulaires, de diminuer la myotrophie musculaire, d'améliorer le transit et également de faciliter la circulation et de diminuer les œdèmes. Pour les membres supérieurs, c'est difficile de mettre le cycloergomètre parce que ça demande quand même, en tout cas pour les membres supérieurs, une préhension. Donc, on va faire ce qu'on appelle la motion passive manuelle. C'est-à-dire qu'en tant que kinésithérapeute, nous faisons les mouvements dans toutes les amplitudes possibles de chaque articulation du patient. Parfois aussi, on peut être amené aussi à le faire pour les membres inférieurs. Par exemple, quand le patient a un pronostic un petit peu sombre, le fait de mettre un cycloergomètre, donc une machine, la famille des patients arrive dans la chambre et voit leurs proches en train de faire un mouvement. Donc si on ne leur a pas expliqué avant que c'était la machine qui faisait un mouvement, eux, ils peuvent penser que c'est le patient qui est en train de faire un mouvement. Donc ça peut les perturber et les troubler. Donc il faut prendre le temps nécessaire pour expliquer que pour l'instant, il n'est pas capable de faire des mouvements actifs. Donc pour suppléer à ça, nous allons utiliser le cycloergomètre qui permet de faire des mouvements passifs. Professeur Mira, qu'est-ce que le programme de réhabilitation précoce? Alors c'est un programme qui a été initié par les kinésithérapeutes de réanimation pour permettre aux malades d'éviter d'avoir des séquelles physiques après leur séjour. C'est-à-dire que c'est des programmes qu'ils mettent en place très précocement pour pouvoir faire bouger les patients, soit de façon passive, comme on l'a vu sur le film, soit de façon active. Et donc ils sont capables de les faire marcher, par exemple, dans les couloirs de réanimation, brancher un respirateur de façon extrêmement rapide. En quoi c'est une innovation? Bien, précédemment, les patients étaient protégés, on les bougeait pas trop, on leur faisait juste de la kinésithérapie passive. Maintenant, comme les malades sont assez peu sédatés, très vite, on peut les faire travailler. On peut les faire travailler. Alors, Marie-Lucie, vous les faites travailler. Comment est mis en place le programme autour du patient? Alors, en fait, chaque jour, pour les patients, on se demande aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche mon patient de faire de l'exercice? On en parle aussi avec les médecins et les infirmiers. Et on prend, selon l'état d'éveil du patient, selon son état, on choisit de le faire travailler avec soit le vélo, soit de l'asseoir au bord du lit, de le mettre au fauteuil, de le faire marcher même selon ses capacités. Est-ce que c'est facile? Non, c'est souvent difficile pour le patient. Alors on essaye de les motiver pour... Vous les accompagnez dans cette démarche. Est-ce que la réhabilitation précoce s'adapte au patient ou c'est l'inverse? Alors, on s'adapte au patient, à son état de fatigue, aux examens qu'il doit avoir dans la journée, aux soins. On se sert aussi de la présence des proches des patients. Quand leurs proches sont présents, on essaie de les mettre au fauteuil pour les motiver. Voilà, c'est ça. Ouais, la présence des proches motive le patient pour travailler. Du coup. Alexandre, est-ce que vous avez eu une réhabilitation précoce? Oui. Comment vous l'avez vécu? Difficilement au départ parce que quand on est dans un état comme celui dans lequel j'étais, on n'a juste pas envie de bouger, de rester allongé dans son lit. Mais effectivement, grâce à tous les infirmiers, les aides-soignantes et mon entourage, effectivement, on m'a beaucoup poussé, motivé pour aller au-delà. On m'a pas trop laissé le choix et c'est vrai que même si sur le coup je râlais un petit peu, maintenant je leur en suis très reconnaissant. Alors l'entourage joue un rôle important aussi, Simon. À des moments, comment vous avez réussi à motiver pour aller un peu plus loin avec les kinés? Nous, en fait, en tant qu'entourage, on est un peu entre deux feux parce qu'on comprend la fatigue du patient qui n'a pas envie, évidemment, d'aller au fauteuil, de subir des choses qui sont un peu difficiles dans son état. Et en même temps, on en sait l'utilité parce qu'on en a parlé avant avec les kinés, les médecins, etc. Donc, on essaie de motiver, en même temps, voilà, de faire un peu de distraction pendant qu'il subit des choses qui peuvent être un peu difficiles, de rester longtemps assis ou des choses comme ça. Et voilà, on essaie au maximum d'être à côté, de l'accompagner, de le motiver. On a l'impression à vous écouter que c'est un vrai travail d'équipe en fait. Professeur Mira.
C'est un travail d'équipe ce qu'il y a de récent, nouveau, c'est que la famille fait partie de l'équipe. Et ça, vous l'avez ressenti, vous, en tant que patient? Que oui, la famille était présente pour votre rééducation, pour l'accompagnement, avec bien sûr le corps médical. Oui, tout à fait. Mais à un moment, il faut choisir son camp. C'est soit on est de mon côté et je fais rien, soit on est du côté des médecins et ils ont choisi leur camp et j'étais du côté des médecins. Et donc ça vous a aidé à progresser plus vite aussi, bien sûr. Quels sont les professionnels de santé qui sont recommandés pour accompagner cette démarche? Donc c'est vraiment une équipe. Il faut avoir des kinés de réanimation. Nous, on a la chance d'en avoir 2. Il faut avoir bien sûr tout le staff paramédical et si possible, avoir aussi des psychologues. Les psychologues de réanimation, il n'y en a pas assez en France. Il y en a malheureusement que dans 25% des services. Ils sont indispensables pour les patients. Ils sont indispensables pour les familles, parce que pour les familles, c'est un choc de se retrouver dans ce monde un peu étrange. Et puis aussi, ils sont très utiles pour les soignants. Pour les soignants aussi, c'est important d'accompagner les soignants. Parce que quand on s'investit, comme par exemple pour Alexandre pendant 2 mois, eh bien, il y a un attachement. Il y a un attachement, et puis il y a eu des moments très difficiles pour Alexandre, et si malheureusement il était mort au bout d'1 mois, 1 mois et demi, ça aurait été difficile pour toute l'équipe qui s'était investie. D'accord. Alors si à cet instant vous aviez un message à faire passer à peut-être des familles qui vivent cette situation aujourd'hui, peut-être Simon, un message pour les familles Moi, le message le plus important pour moi, c'est de souligner l'importance de l'ouverture 24 h sur 24 de l'AREA. Nous, le service dans lequel il a été, c'était le cas. Et si ça pouvait être généralisé, parce que pour nous, ça a été ce qui nous a facilité la vie au quotidien, c'est de pouvoir y aller quand on voulait, sans aucune contrainte. Alexandre, est-ce que votre regard, vous, a changé sur le service de réanimation? Oui, parce que moi, avant la réanimation, déjà, je ne savais pas ce que c'était avant d'y aller. Pour l'image que j'avais, c'est dans les films où on était dans des bulles, etc. Donc, même quand j'étais en réanimation, je n'avais pas vraiment la sensation de diète, puisque ça ne correspondait pas à l'image que j'en avais avant. Donc, j'étais très, très entouré et on pouvait m'approcher, me toucher, voilà. Donc, ça vous a ça m'a boosté, sauvé la vie, oui. ça vous a sauvé la vie. On va garder cet aspect-là, sauver la vie grâce à cet entourage, à cet accompagnement. On va remercier Marie-Lucie pour son témoignage et on va vous raccompagner. Et nous allons passer à la rubrique Fans de santé avec Lisa Martens. On est content de vous retrouver et vous êtes accompagné de Robert. Alors je vais dire bonjour à Robert. Allez-y, je vous bonjour en prie. Robert. Voilà, c'est la première fois qu'on a une chaîne sur le plateau d'Atout Santé. Exactement. Lisa, c'est à vous. Une chronique un peu spéciale, une chronique qui a du chien. Voilà, on sait que vraiment nos compagnons à 4 pattes sont le meilleur ami de l'homme. Et pour le coup, ça a été vrai, surtout avec vous, Alexandre, dans ce qui s'est passé. On a vu le bien-être auprès des patients d'avoir leurs animaux de compagnie, soit quand ils étaient seuls ou même en famille, parce que c'est vraiment un membre à part entière de votre famille. Et donc, du coup, on voulait un peu avoir votre ressenti, votre témoignage avec Robert qui nous accompagne. Et moi, ça s'est passé. En fait, c'est la psychologue qui était venue me voir à un moment où j'allais vraiment pas bien du tout et je pleurais. Et à un moment, je me souviens lui avoir dit mon chien me manque, mais sans espoir que ça aboutisse à quelque chose. Et elle m'a dit il n'y a pas de problème, si vous manque, on va le faire venir. Et quelques jours avant Noël, en fait, donc, grâce au professeur Mira, Robert est venu me voir et donc et ça m'a vraiment remis du baume au cœur et ça m'a fait énormément bien de le revoir et voilà. Il est content d'être sur le plateau, Robert. Il n'a pas l'habitude. Je pense qu'en réanimation non plus, il n'avait pas trop l'habitude, mais ici. Mais tout le monde était un petit peu en panique et tout, mais tout de suite il s'est allongé, il était voilà, et on est très très content de se revoir, même si ça a été un court instant, mais qui a été très très important pour moi. C'est un élément qui a permis aussi complètement, ça m'a réjoui complètement. Ouais. Alors, professeur Mira, on fait une chronique un peu à plusieurs là aujourd'hui. Est-ce que les chiens sont acceptés dans des services de réanimation? Je pense que les téléspectateurs qui nous regardent sont peut-être un peu effarés, c'est une grande première. On a plusieurs services en France à accepter que les animaux domestiques puissent rentrer et voir leur maître quand ils sont hospitalisés. On en discute avant, on organise ça, on a déjà eu des chats, on a déjà eu plusieurs chiens. Vous les équipez? Comment ça marche? Pas du tout, non. Ils rentrent et
On fait juste attention par rapport au reste de l'unité, mais non, on les équipe pas du tout et c'est leurs animaux. Hein. De toute façon, les gens, quand ils sortent de l'hôpital, ils rentrent chez eux, ils ont leur environnement et puis ça se passe très très bien et souvent, les patients sont boostés par ces visites-là. Vous ressentez vraiment que c'est un coup de booster On a plusieurs témoignages. Tous nos témoignages sont positifs. Et juste l'hygiène, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? On contrôle personne, n'importe qui peut venir en réanimation. Donc les animaux de la même manière, de compagnie. Je pense que quand on reste dans le métro un bon moment et qu'on rentre en réanimation... On a les mêmes peut-être symptômes. Merci à vous tous pour cette belle émission. Merci Lisa. C'est la fin d'À Tout Santé, chers téléspectateurs. Merci de nous suivre toujours de plus en plus nombreux. Vous pourrez trouver nos émissions sur la chaîne YouTube À Tout Santé. Nous envoyer des messages sur Facebook, Twitter, À Tout Santé. Merci de votre attention. Rendez-vous dans un prochain numéro d'À Tout Santé. Et d'ici là, soyez acteurs de votre santé.